Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau est à Cancan, en Guinée-Conakry. La ministre Seydou Traoré va prendre part à la 7e session du comité interministériel de mise en œuvre du barrage de Fomi. Nos envoyés spéciaux, Modibo Mariko et Tayeb Adjawakoy, nous diront quels sont les avantages du barrage de Fomi dans l'électrification, la navigation et l'agriculture dans les pays concernés. La lutte contre la corruption est-elle un devoir citoyen? Vous avez là l'unique sujet de culture générale du concours de recrutement des magistrats édition 2022. Ils sont près de 7500 candidats à y prendre part pour 100 postes. Adama Jimde nous fera le point dans cette édition. Des responsables du ministère de la Jeunesse au centre de formation de Bafo constatent la formation des jeunes fonctionnaires du SNJ se déroule dans de bonnes conditions malgré quelques appréhensions de départ pour beaucoup de pensionnaires. Et dans le cadre du mois de la solidarité, nous vous proposons ce soir le portrait de deux personnes en situation de handicap qui se battent pour gagner dignement et honnêtement leur quotidien. Bemba Sibi est allé à la rencontre de Fanta Keita, éducatrice du préscolaire, et Amadou Touré, artisan autodidacte. Un dénominateur commun, le courage et la détermination. Samedi 20h, bonsoir à tous. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau est à Cancan, en Guinée-Conakry. La ministre Seydou Traoré va prendre part à la 7e session du comité interministériel de mise en œuvre du barrage de Fomi. Le barrage de Fomi est un ouvrage structurant à but multiple dont la réalisation permettra de réguler un bras du fleuve Niger et booster le développement au Mali et en Guinée à travers l'électrification, la navigation et l'agriculture. Nos envoyés spéciaux sont Modibo Mariko et Tayeb Adjawakoy. La preuve par des actes, la volonté des peuples guinéens et maliens d'évoluer ensemble vers un destin commun se concrétise chaque jour un peu plus par des gestes concrets. Sur un affluent du fleuve Niger appelé Nyanda sera bâti bientôt un barrage à vocation multiple, le barrage de Fomi. Un barrage pour la construction duquel le plus dur du chemin est déjà fait par nos deux pays avec la prise d'actes politico-juridiques fort importants. Il y a juste trois semaines, on a fait une déclaration sur le barrage, en cas de sa réalisation, comme un barrage d'intérêt commun pour la Guinée et pour le Mali. Et je pense que, à travers ce qu'on a vu, la réalisation de ce barrage-là peut permettre pratiquement toute la Haute-Guinée d'être électrifiée. Si tous les moyens sont mis à disposition, ça va nous permettre de réaliser ce barrage. Nous saluons l'engagement de l'autorité du bassin du Niger qui s'est engagée avec l'accompagnement de la BAD à réaliser les études institutionnelles qui permettront de déterminer le partage des coûts et bénéfices entre le Mali et la Guinée. Nous nous réjouissons de savoir que la Guinée avait un contrat cadre avec la République de la Chine pour un certain montant. Il s'agira pour les deux pays maintenant, à travers leurs excellences, le colonel Mamadi Doumbouya et le colonel Assimi Goïta, d'accompagner ce projet pour que la réalisation puisse se faire au bénéfice des populations des deux pays. Il faut rappeler que ce barrage va permettre d'augmenter la production hydroélectrique pour le Mali et pour la Guinée, mais ça va avant tout permettre d'augmenter notre capacité en termes d'agriculture irriguée, mais aussi ça va permettre la navigation, de développer la pêche. Les études pour les barrages sont actualisées et la matérialisation de son axe est même terminée. Mieux, les deux pays sont en contact très prometteur avec la Chine pour le financement. Une fois réalisé, le barrage de Fomi va réguler le régime du fleuve Niger, ce qui aura comme conséquence heureuse, par exemple pour le Mali, l'obtention d'une puissance de 90 MW, soit plus du double de Séléngué par l'interconnexion entre le Mali et la Guinée. Le but de cette visite était de toucher du doigt les réalités du terrain avant l'ouverture officielle des travaux de la 7e session interministérielle sur le barrage. Et cette question à présent, la lutte contre la corruption est-elle un devoir citoyen? Vous avez là l'unique sujet de culture générale du concours de recrutement des magistrats édition 2022. Commencé ce matin à la faculté des sciences juridiques et politiques, ils sont près de 7500 candidats à y prendre part pour 100 postes. Les admis feront 2 ans de formation à l'Institut national de formation judiciaire avant leur prise de fonction, nous dit Adama Jimbi.
C'est aux environs de 10 heures que le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a procédé au démarrage officiel du concours de recrutement des auditeurs de justice qui sont de 2 catégories. Ils sont environ 7500 candidats pour 100 postes. Nous devons recruter 100 magistrats de 2 ordres. L'ordre administratif, nous allons recruter 20. Et l'ordre judiciaire, 80. Le sujet, la lutte contre la corruption, est-elle un devoir de citoyen? Mais d'emblée, les candidats face à leurs responsabilités en tant que citoyens et en tant que futurs magistrats. Ces derniers sont conscients de l'enjeu de la thématique. C'est un thème d'actualité, c'est favorable et puis ça doit être bien évidemment à la portée de tous. Oui, comme c'est la critique générale, donc c'est la méthodologie qui compte. Le choix du sujet répond à une préoccupation de bonne gouvernance prônée par les autorités de la transition afin d'assainir l'administration publique et le secteur privé. La bonne gouvernance, c'est un des axes majeurs des actions de la transition, notamment l'axe 4 du programme d'action gouvernementale, donc qui fait de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance une des priorités des autorités de la transition. Et par rapport à cette lutte, il est important que toutes les couches de la société, donc tous les fils du pays, puissent se mobiliser et que chacun joue sa partition. C'est pourquoi nous avons choisi ce sujet pour amener les candidats à se remémorer ces principes-là, pour se dire que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous au Mali. Pour être correcteur de ces épreuves, il faut être professeur d'enseignement supérieur, titulaire d'un doctorat, être magistrat ou avocat, détenteur d'un doctorat ou d'un master. On va dire bonne chance à tous les candidats. Fin des travaux de l'atelier national de validation du programme national d'éducation aux valeurs. Les participants ont formulé de fortes recommandations, notamment l'invite des ministères de la Culture, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'écriture d'une histoire générale du Mali en impliquant les acteurs du privé. Jules Sambo Sissoko. Pour réussir la transformation sociale, retrouver nos repères et bâtir un Mali nouveau, les composantes actives de la société ont analysé sans complaisance le programme national d'éducation aux valeurs PNEV et son plan d'action et de communication. Au terme des travaux, le rapport de synthèse met en exergue des recommandations pertinentes. Il s'agit de donner écho aux recommandations des ANR en ce qui concerne la remise à plat du système éducatif et l'amélioration de l'enseignement supérieur en demandant au ministère concerné de refaire un nouveau schéma de l'éducation et refaire la pyramide de l'éducation. En recommandation 11, il s'agit d'inviter les ministères de la Culture, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur à écrire l'histoire générale du Mali en impliquant les acteurs privés. En recommandation 12, il s'agit d'appeler à la vigilance des médias publics dans leur programmation culturelle afin qu'ils ne soient pas le vecteur de contre-valeurs culturelles. Au niveau de la recommandation 11, il s'agit d'insérer des missions de formation des enfants des Maliens établis à l'extérieur et de la diaspora à l'éducation aux valeurs. Enfin, en recommandation numéro 14, il s'agit de mettre l'accent sur la digitalisation et les influenceurs des réseaux sociaux. Les objectifs de départ de cette rencontre technique sont atteints car la rencontre a traité les valeurs de notre société. Nous pouvons bien nous réjouir que le programme national d'éducation aux valeurs est désormais une des pierres angulaires du vaste chantier de la refondation de l'État pour l'avènement des Mali nouveaux. Notre conviction est désormais établie que nos valeurs doivent prendre la place qui est la leur, condition sine qua non pour l'avènement d'un Mali qui assume son identité parce que regardant ce qui constitue notre âme, c'est-à-dire son riche patrimoine des valeurs. Le PNEV est un document de grande valeur qui comporte 11 axes stratégiques concernant tous les départements ministériels. Le plan stratégique national de promotion de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire 2018 à 2025 est au menu d'une rencontre ici à Bamako. Batraoui nous en parle. Le plan stratégique 2018-2022 de promotion de l'hygiène en milieu scolaire
qui a été lancé pour corriger les insuffisances de celui de la période 2011-2015 a connu des avancées selon les responsables de l'éducation nationale. Cela est conforté par les chiffres de l'UNICEF qui montrent qu'aujourd'hui 70% des écoles maliennes ont accès à un point d'eau amélioré et 63% sont équipés d'installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon. Ces bons résultats ne suffisent pas pour l'UNICEF, partenaire privilégié du Mali en la matière. Ces acquis sont encourageants et ne doivent pas cacher les défis qui restent encore importants pour que chaque école au Mali dispose d'un point d'eau potable amélioré, de latrines séparées pour les filles et les garçons en nombre suffisant et accessible aux enfants ayant des besoins spéciaux. Les écoles doivent également disposer de services pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Au regard de ces défis, la révision du plan stratégique national de la promotion de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement scolaire 2018-2022 s'impose. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a décidé de le réviser pour l'étendre sur la période 2018-2025, avec comme focus d'amener d'ici 2025 80% des écoles du Mali, de l'éducation préscolaire et spéciale, de l'enseignement fondamental et de l'éducation non formelle à disposer du paquet minimum d'eau, d'hygiène et assainissement WASH. En plus des responsables de l'école malienne, des cadres de plusieurs départements ministériels prennent part à cette rencontre de validation du document. Des responsables du ministère de la Jeunesse au centre de formation de Bafo. Constat, la formation des jeunes fonctionnaires du SNJ se déroule dans de bonnes conditions, malgré quelques appréhensions de départ pour beaucoup de pensionnaires, nous dit Fousseini Samake. Pour une durée de 6 mois, ces 787 jeunes, dont 248 personnels féminins, ont bouclé la moitié de cette formation commune de base au centre de Bafo. Ces futurs fonctionnaires apprécient non seulement la qualité de la formation physique, mais aussi la culture du patriotisme reçue au camp. Compte tenu de la situation sécuritaire que traverse notre pays, chaque Malien doit se considérer comme un soldat pour défendre également la patrie. Donc nous sommes également les soldats qui sont prêts également à servir l'État, l'administration publique et la patrie partout où besoin sera. Je suis inapte. Mais j'ai suivi la formation avec les autres compagnies comme si j'étais vraiment militaire et ce n'était pas vraiment aussi dur que ça. Ça m'a permis d'améliorer mes conditions sur la santé. Nous savons tous que cette formation a apporté un plus, un regain de réconfort et un regain d'aptitude même pour chacun d'entre nous ici. Et chacun de nous ici est vraiment requinqué. Nous ne pouvons que remercier les plus fortes autorités. Ces jeunes bénéficieront des permissions pour rendre visite à leur famille selon les responsables de la formation. Beaucoup d'entre vous pensaient au mirage, à un saut dans l'inconnu, à une aventure. Vous étiez en un mot inquiet, angoissé, voire tourmenté. Aujourd'hui, plus que jamais, je lis sur vos visages de la lueur. Je vois en vous des fonctionnaires au service de l'administration publique et engagés pour affronter les défis de développement et de défense de la patrie en tout temps et en tout lieu. Autre temps fort de cette journée, les démonstrations sur le remontage des armes, suivies d'un défilé militaire au centre d'instruction de Bafo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a poursuivi sa tournée en première région. Il vient d'inaugurer les nouveaux locaux du commissariat de police du 2e arrondissement de Kaya. Coût de réalisation 149 millions de francs CFA sur budget national. Balkissa Sherif Aïdara, Lassana Keita, correspondance. Les événements du 12 mai 2020 ayant conduit à saccager les locaux du commissariat de police du 2e arrondissement ne sont plus que de mauvais souvenirs pour les agents du dit commissariat. Les nouveaux locaux du commissariat de police du 2e arrondissement viennent d'être inaugurés ce vendredi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce joyau a été financé par le budget national
à hauteur de 149 millions de francs CFA. La construction de ces nouveaux locaux constitue une réponse des plus hautes autorités de la transition aux demandes des populations de Caille qui attendent de nous qu'on les protège et qu'on les sécurise et qu'on sécurise leurs biens. Aujourd'hui, la politique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, c'est la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. C'est pour qu'au quotidien, nous travaillons pour équiper les forces de défense et de sécurité. Et ensuite, améliorer les conditions de vie et de travail. Et donc la réalisation de ces infrastructures rentre dans ce cadre. Après la cérémonie d'inauguration des locaux flambant neufs du commissariat de police du 2e arrondissement de Caille, le ministre a rendu une visite aux agents relevant de son département. Une visite au cours de laquelle il les a félicités pour le travail abattu sur le terrain. Ces hommes et ces femmes travaillent au quotidien avec une certaine confiance professionnelle, un certain esprit patriotique. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, on ne peut pas réussir sans avoir l'adhésion de la population. Donc leur dire que nous sommes là pour cette population, faire en sorte que le citoyen malien, où qu'il se trouve, puisse vaguer de façon libre à toutes ses occupations. Et à chaque fois que je passe, j'insiste beaucoup sur la cohésion. L'ennemi que nous avons en face n'a pas une corporation particulière comme cible. C'est le porteur de l'uniforme, c'est le représentant de l'État. Donc à nous aussi, au niveau des forces de défense et de sécurité, que nous développons cette cohésion, cette collaboration entre nous. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons lutter contre cet ennemi qui n'est pas au-delà de nos moyens. Le président du Conseil local de la jeunesse de Caille a présenté des excuses au ministre de la Sécurité au nom de l'ensemble des jeunes de la Cité des Rails. Et le ministre, à son tour, n'a pas tardé d'accepter les excuses tout en les invitant à plus de collaboration avec les forces de sécurité. La République reconnaissante envers les 26 éléments de la garde nationale. Ces derniers, je vous le rappelle, ont fait preuve d'actes de bravoure lors des attaques survenues dans les localités de Mondoro et Boulkessi. Les récipiendaires ont reçu la médaille de la Croix de la valeur militaire et celle du mérite militaire. Boubacar Bablé-Touré, compte rendu. La Croix de la valeur militaire et le mérite militaire, deux distinctions qui symbolisent les actes de bravoure. Ce sont ces 26 éléments de la garde nationale, dont 3 ont reçu la médaille de la Croix de la valeur militaire et les 23 autres celle du mérite militaire en guise de récompense de la nation. Nous sommes fiers de vous, fiers de ce que vous avez abattu comme travail à Boulkessi et à Mondoro. En effet, vos différentes positions ont été souvent attaquées. Avec vigueur, vous avez réagi, mettant l'ennemi en déroute et le poursuivant souvent. Vous avez neutralisé tout ce qui était à votre portée. Recevez ces médailles, portez-les avec fierté. Elles vous appartiennent entièrement. Ce ne sont pas des cadeaux. Je prie qu'elles vous apportent beaucoup de bonheur. Et les récipiendaires de se réjouir de cette reconnaissance des hautes autorités qui les engage encore davantage à servir la nation. Cette cérémonie nous montre à suffisance combien les plus hautes autorités de notre pays se soucient du travail bien accompli par les FAMA sur le théâtre des opérations. Cette distinction nous encourage encore à plus de sacrifices sur le terrain et constituera une source de motivation pour les autres camarades. Ces distinctions sont une reconnaissance de la nation. Elles ne sont nullement un fait du hasard. La récompense du travail bien accompli, aussi le mérite pour certains d'entre eux qui ont fait preuve d'actes de bravoure. Le point d'orgue de la cérémonie a été la remise symbolique des distinctions aux 26 récipiendaires. Près de 200 millions de francs CFA en dons ont été mobilisés auprès des Maliens de tous bords. C'était à l'occasion du Téléthon en faveur du service social des armées organisé ce vendredi soir. Les personnes de bonne volonté s'y sont effectivement manifestées pour cette cause noble à travers cette soirée, nous dit Boubacar Kamouté. Ce présent téléthon a été organisé pour voler au secours du service social des armées qui conduit la politique sociale des forces armées dans le but de promouvoir le bien-être du militaire et sa famille. Une mission sacerdotale et un devoir de mémoire. Nous nous réjouissons des soutiens importants et de la grande attention dont on a toujours bénéficié auprès de nos autorités et de la générosité de nombreux citoyens. La direction du service social des armées vise des objectifs à atteindre tels que rapprocher ces activités aux bénéficiaires, rassurer les militaires engagés sur le théâtre des opérations de la protection sociale de sa famille, femmes, enfants laissés derrière lui. Ce public immense
enthousiaste, confiant, patriote qui a fait le déplacement pour venir contribuer par sa force, son énergie, ses ressources au soutien aux forces armées maliennes. On ne peut pas dire autre chose que merci. Les Maliens de la diaspora comme de l'intérieur, de façon spontanée et désintéressée, ont fait parler leur cœur. La moisson a été bonne puisque près de 200 millions de nos francs CFA ont été collectés. Le jackpot de la soirée, 100 millions de francs CFA, a été donné par l'opérateur économique CCCOMI. Le service social des armées a une idée géniale, c'est-à-dire effectivement de penser à ces familles qui aujourd'hui vivent cette situation grâce à la volonté de leur mari pour certains, de leurs fils pour d'autres. Tenir l'armée aujourd'hui pour nous aussi, ça c'est un devoir que tout le monde doit songer dans ce sens. C'est pourquoi nous avons décidé de créer les mouvements pour les soutenir. Les artistes ont émerveillé le public pendant des heures d'horloge lors de ce téléthon qui a tenu toutes ses promesses. Deuxième édition du Forum malien des acteurs humanitaires organisé par un consortium d'associations et ONG. Le forum se veut un cadre d'échange. Achatan Koulibaly nous en parle. Nombreux sont les acteurs humanitaires à travers le pays. Une des missions principales est de venir en aide aux populations les plus démunies. Les voilà réunis pour la 10e fois à la faveur de leur forum, celui des acteurs humanitaires, au cours duquel plusieurs thématiques seront au cœur des échanges. Le premier panel, la crise pour problématique des déplacés, des défis et perspectives. Le deuxième panel, c'était la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça rentre toujours dans le cadre de la mobilisation de ressources. Il y a une thématique qui est réservée à l'appui communautaire. Donc c'est cet appui communautaire-là que nous solliciterons. Je lance un message à ceux qui ont un peu plus de moyens que d'autres, de penser à ceux qui n'ont pas les moyens. L'édition 2022 aborde la problématique de fond des acteurs humanitaires locaux. Le forum cadre avec les objectifs du gouvernement de la transition. Cette deuxième édition du forum que je salue ici devrait être une opportunité pour vous, associations et ONG humanitaires nationales, de créer ce cadre de coordination de vos efforts pour plus d'impact au bénéfice de nos communautés. Mes services techniques et moi restons toujours disponibles à vous accompagner pour l'atteinte, je dirais, de nos objectifs communs. L'occasion m'est opportune pour lancer un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans l'humanitaire à accompagner le Forum malien des acteurs humanitaires, surtout à accompagner les autorités. Le forum enregistre la participation d'une délégation de la Chambre des experts européens pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire. Notre présence à cette cérémonie est donc pour nous une manière de vous montrer notre engagement à vous accompagner dans ce projet très noble. En définitive, il s'agira de dégager les stratégies pour le financement des projets envers les populations démunies. Dans le cadre du mois de la solidarité, nous vous proposons ce soir le portrait de 2 personnes en situation de handicap qui se battent pour gagner dignement et honnêtement leur quotidien. Bemba Sibi est allé à la rencontre de Fanta Keita, éducatrice du préscolaire, et Amadou Touré, artisan autodidacte. Un dénominateur commun, le courage et la détermination. Suivons ensemble. Moi, je suis fier d'être handicapé. Oui, je n'ai jamais honte d'être handicapé. Wallahi. Pour moi, je suis valide. C'est l'état d'esprit qui a animé Fanta Keita toute sa vie avec son handicap physique. Elle a dû se battre pour réussir. À 43 ans, Fanta est la promotrice d'un jardin d'enfants et d'une école primaire. J'ai travaillé dans 4 jardins privés. En ce moment, il y avait une copine, elle m'a dit que copine, tu ne peux pas travailler tout le temps avec les gens. Viens, je vais t'aider. Tu vas ouvrir ton jardin. Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent. Elle a dit que non,
je vais te donner. Maintenant, j'ai 117. Mais à la rentrée, j'ai eu une petite difficulté encore. Cette réussite est le fruit de longues années de combat qu'elle a gagné avec le soutien de ses parents et de certains amis. Le DF, elle l'a obtenu en 1999 après 4 tentatives. Son handicap lui ferme la porte du centre Awa Keita et l'école de la Croix-Rouge. Finalement, elle arrive à s'inscrire à l'école des éducatrices du préscolaire à Tomingorobgou. J'ai eu le concours, mais le directeur général a refusé complètement. J'ai fait 1 semaine dehors. Il a refusé que je ne peux pas faire cette étude-là. Je lui ai demandé pourquoi, parce que je suis handicapé. Il m'a donné ma fourniture, j'ai commencé à étudier. Parce que mon père ne m'a jamais laissé, ma mère n'a jamais laissé, parce qu'ils ont tellement fatigué pour moi. Il faut que je travaille, même si je n'ai pas les remercier. Non, je ne sais pas quoi dire quoi. Parce que mon père est fatigué, ma mère est fatiguée. Le destin atypique de Fanta Keita est caractérisé par le courage et la détermination. Et ce sont les déterminants communs entre elle et Amadou Touré en plus de l'handicap. À 52 ans, le natif de Mopti fabrique des pots de fleurs et des jouets pour enfants avec des boîtes recyclées. D'abord dans sa ville natale, ensuite à Bamako, il s'est installé il y a 10 ans à cause de l'insécurité. Mopti est une zone touristique dont l'activité marchait très bien. Avec la crise, il n'avait plus de touristes. Finalement, je suis venu m'installer à Bamako. Pour le moment, j'arrive à m'en sortir. Mais ce n'est pas comme avant. J'arrive quand même à subvenir à mes besoins. Ces pots de fleurs, Amadou les vend à 7500 francs CFA l'unité et le prix des jouets oscille entre 5000 et 20 000 francs CFA. Ce tarabizan, qui a mémorisé le Saint-Coran, est un autodidacte. Le métier, il l'a appris seul. Aujourd'hui, ça lui permet de vivre non sans difficulté. On n'a rien sans difficulté. L'handicap physique pose d'abord le problème de la mobilité. Sans moyen de transport, je me tourne vers d'autres personnes pour mes courses, comme par exemple la collecte des boîtes usagées. La grande difficulté que j'ai ici, c'est un manque d'atelier. Je travaille dans la rue et pendant l'hivernage, c'est quasiment impossible de travailler. Pour le moment, l'atelier de travail de Amadou Touré est installé devant la concession familiale sous un hangar. Car cela ne tienne, il continue à fabriquer ses produits en recyclant certains déchets métalliques. La Forçat civile et l'AREMA organisent un atelier d'échange sur l'avant-projet de la nouvelle constitution à l'intention de leurs membres pour une meilleure appropriation du contenu. Fademba Keita pour les détails. Chaque participant, muni d'un exemplaire de l'avant-projet de la nouvelle constitution, suit avec intérêt les détails spécifiant la portée des 14 titres et 195 articles qui le composent. C'est écrit dedans noir sur blanc que le président de la République peut être destitué. Ça, c'est une très grande innovation dedans parce qu'au moins ça permet de ne pas aller à la désobéissance civile, car la désobéissance civile, ça engendre beaucoup de dégâts. Les militants de l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA et de la Forçat civile formulent des recommandations qu'ils jugent pertinentes. L'atelier recommande le renforcement des prérogatives du président de la République du Mali, l'augmentation de la taille du gouvernement selon les missions assignées au gouvernement, la restauration de la motion de censure. Donnez vos suggestions. Ce n'est un procès de personne. L'objectif, encore une fois, l'objectif ultime, c'est de faire une nouvelle constitution dans laquelle le Mali se permettra d'assumer pleinement sa souveraineté nationale et internationale. La session d'appropriation s'inscrit dans l'option d'une refondation totale.
un nouveau Mali, une nouvelle politique pilotée par une nouvelle société civile. Nous nous étions fixés comme objectif de nous approprier l'avant-projet de constitution, chercher à comprendre les tenants, les aboutissants pour pouvoir sensibiliser d'autres, créer un vivier de leaders aptes à prévenir et à gérer les éventuelles incompréhensions liées au projet de la nouvelle constitution, assurer la défense et la dissémination du projet de la nouvelle constitution. Qui dit non à l'ingérence et applaudit la coopération gagnant-gagnant, soutient et s'investit pour la vulgarisation de cet avant-projet de la nouvelle constitution, conclut la plateforme Força Civile Arema. Journée de salubrité à l'hôpital du Mali à l'initiative de l'association des techniciens de surface du secteur de la santé. Jules Sambo-Sissoko était sur place. L'association des techniciens de surface du secteur de la santé est sans aucun doute dans une dynamique de salubrité et de propriété des structures sanitaires du Mali. Elle vient de cibler l'hôpital du Mali pour la promotion de l'hygiène et l'assainissement. Assainir les structures sanitaires a un impact certain sur le bien-être. C'est pourquoi l'initiative est magnifiée par la direction de l'hôpital du Mali et les partenaires. Nous souhaitons que cette action dure dans le temps. Nous ne pouvons que remercier les initiateurs de cette journée. Nous leur souhaitons un plein succès. C'est une initiative clé pour la qualité des soins, pour que tout ce que nous faisons comme prestation puisse avoir une très bonne qualité et pour nous protéger également nous-mêmes. Je crois que l'OMS ne va pas rester essentiel. Nous allons voir aussi comment, à notre niveau, apporter une modeste contribution de notre part pour renforcer cette initiative. Le département de la santé et du développement social accompagne et soutient l'ATSSM. Permettez-moi de remercier encore une fois, au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre, au nom de tous mes collègues membres du gouvernement de transition, l'association des techniciens de surface du secteur de santé de Mali, pour cette initiative salutaire, pour cette action citoyenne. Aussi, mon département apportera tout l'appui nécessaire et procédera à une évaluation en vue de tirer tous les enseignements. Les premiers coups de balai sont donnés par 3 membres du gouvernement dans l'enceinte de cette structure sanitaire de référence au Mali. Et ce 29 octobre 2022, faisons ensemble le point Covid. Nous avons 7 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 8 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Cette remise à présent en marge du pèlerinage catholique chrétien, le ministre Mahamadou Koné offre plus de 700 exemplaires du Saint-Coran aux différentes associations religieuses de la région de Kita. De Kita donc, la correspondance de Mahamadi Aliou Bari. La deuxième activité du ministre des Affaires religieuses, de culte et de coutumes dans la capitale de l'Arachide a été la remise d'un important lot de Saint-Coran aux fidèles musulmans, aux autorités administratives et associations religieuses. Une donation qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion selon les bénéficiaires. Nous remercions le ministre pour cette donation du Coran qu'Allah lui paye au centime. Nous n'aurons rien de plus valeureux sur cette terre que le Coran. Nous allons l'utiliser à bon escient afin de tirer profit. Cette donation, selon le gouverneur de la région, permet ainsi de vulgariser le Coran afin que les musulmans aient envie de le lire régulièrement. Nous louons Allah et remercions les plus hautes autorités de la transition pour ce geste en ces mois de solidarité, mois d'octobre, pour le don de presque 700 à 750 Corans aux différentes organisations religieuses musulmanes, mais également à l'administration. On a réuni l'ensemble de la fêtière religieuse. On a profité de l'occasion pour faire la distribution des centaines de Corans sur l'ensemble des fêtières religieuses ici. Cela fait partie de notre mission. À chaque fois que nous avons un livre qui va dans le sens de l'amélioration d'une religion, nous véhiculons et nous distribuons ces livres-là à ses croyants. La remise des exemplaires du Saint-Coran aux bénéficiaires, des prières et bénédictions pour une transition réussie ont mis fin à la cérémonie. Et voyons ensemble cette première assemblée générale constitutive de l'association des ressortissants de Sikasso. C'était ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Mohamed Sangaré, reportage.
Après le nouveau découpage administratif, les ressortissants de la région de Sikasso à Bamako ont vu la nécessité de créer une nouvelle association pour être en synergie et coordonner les actions de développement. Il s'agissait au cours de cette assemblée générale d'analyser et adapter les projets de statuts et règlements aux réalités actuelles ainsi que la mise en place d'un bureau exécutif. Après les travaux, c'est Youssouf Sanogo qui a été désigné président de l'association pour un mandat de 3 ans. Nous avons comme objectif mobiliser, c'est-à-dire faire une synergie entre les différents acteurs sur place, les bénéficiaires, les partenaires, pour vraiment booster le développement de la région. L'événement a été émaillé par plusieurs interventions, dont celle d'un ami de Sikasso. Il s'agit de Mohamed Ag Amani, qui a tenu à être là pour encourager l'association, mais aussi prodiguer quelques conseils. Attaquez-vous à l'essentiel, c'est-à-dire la sincérité, la solidarité, l'unité et la cohésion. Et il faut qu'il y ait une ouverture des cœurs et des esprits entre tous, et pour le Mali aussi. Le bureau de l'association Synergie des initiatives pour le développement de la nouvelle région et reconfigurée de Sikasso est composé de 41 membres. Ce bureau a pour mission de conduire les affaires de l'association pendant 3 ans pour un développement harmonieux de la région de Sikasso. Le montage et le développement de projets culturels et la recherche de financement, l'exercice réunit les directeurs régionaux de la culture et les opérateurs culturels. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Donko Nimaya. Alpha Maïga nous en parle. La politique culturelle a des effets ou des liens avec les transformations sociales. Monter un projet dans ce sens et du coup rechercher son financement, c'est à cet exercice que sont dévolus les directeurs régionaux de la culture et les opérateurs culturels du Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Donko Nimaya, autrement dit le savoir de l'humanité, un projet du ministère de la Culture qui bénéficie du financement de la coopération GIZ. Le présent atelier de formation constitue une étape décisive et son but est de former les cadres régionaux des services techniques déconcentrés de la culture afin qu'ils soient à même d'accompagner les porteurs de projets culturels dans le montage de projets culturels et les processus de recherche de financement. Il s'agit là d'actions combinées pour le rayonnement des arts et de la culture au Mali. Le Mali s'est engagé dans un processus de décentralisation déterminé pour que les populations peuvent bénéficier de meilleures conditions de vie. Un diagnostic du secteur culturel révèle que les organisations culturelles sont confrontées à l'insuffisance des capacités de mobilisation des ressources, à l'instabilité de leur personnel, à la non-diversification de leurs sources de financement et à des difficultés de pérennisation de leurs activités. Rappelons que dans le cadre de ce partenariat, les acteurs culturels ont été dotés récemment d'équipements. Aussi, ils ont bénéficié de plusieurs sessions de renforcement de capacités financées par le ministère des Affaires étrangères allemand. De nouvelles variétés de cultures qui résistent mieux aux effets des changements climatiques sont en expérimentation dans la commune de Nonsombourou, cercle de Kolokani. L'initiative est de l'ICRISAT et son partenaire, le Programme alimentaire mondial. Ba Traoré et Drissa Traoré nous présentent ces nouvelles variétés montrées au public au cours d'une journée paysanne. Le Subatimi est facile à entretenir car il résiste mieux aux effets des changements climatiques. Ce sont là les propos du jeune producteur Kaka Koulibaly qui entretient une parcelle de Subatimi. Cette variété de sorgho fait partie des nouvelles cultures en expérimentation dans la commune de Nonsombourou, cercle de Kolokani. L'initiative est de l'Institut international de recherche sur les cultures en zone tropicale semi-aride ICRISAT en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Ainsi, de nouvelles variétés de mil, de sorgho, de haricots et d'arachides ont été proposées aux producteurs de la localité. C'est dans le cadre du projet Parquet intégré pour la résilience, un programme exécuté par l'ONG Mali Parc. Nous sommes en train de diffuser de nouvelles variétés de semences qui sont très
résilientes au changement climatique et qui sont biofortifiées avec des hauts rendements. D'abord, c'est des variétés assez précoces, donc adaptées aux effets du changement climatique. Il y a également l'aspect nutritionnel, c'est-à-dire c'est des variétés qui sont assez riches en fer et en zinc et en d'autres micro-éléments, mais également certaines d'entre elles ont la paille qui peut être utilisée, c'est-à-dire les feuilles, les tiges, peuvent être utilisées pour l'alimentation des bétails. La fin de cette journée paysanne est marquée par des débats. Ces échanges avec les spécialistes ont permis aux producteurs d'en savoir plus sur la transformation et les avantages des nouvelles variétés de culture. L'ONG Direct Aid vient de faire un don aux déplacés des sites de Mountougoula et de Bamako. Au total, 700 familles ont bénéficié de ces kits. Le coût total de la donation est de 136 millions de francs CFA. Inaba, reportage. 700 familles viennent de recevoir leur kit de vivres et de non-vivres de la part de l'ONG Direct Aid. Cette donation entre dans le cadre du plan stratégique de l'ONG Direct Aid, mais aussi du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. On a déjà distribué à San vers 650 kits, pareil. Aussi à Mopti, Siveri, vers 930 kits, pareil. À Djalasogo aussi, région de Banjangara, on a fait 740 kits. Et aujourd'hui, on a ciblé 700 kits dans le Grand Bamako. Le coût total de la donation dans toute l'année, c'est environ 136 millions de francs CFA, partagés en 4 phases. Et aujourd'hui, on a à la 4e phase, la dernière phase, c'est-à-dire. Cette opération de distribution de kits aux déplacés des sites de Mountougoula et de Bamako n'est pas une première de la part de cette organisation. C'est pourquoi l'ONG réaffirme sa détermination à assister les couches vulnérables. Je suis très content. Les bénéficiaires de ces kits étaient dans le besoin. Ils avaient des difficultés à joindre les deux bouts. Le temps était dur. Les heureux récipiendaires qui viennent de bénéficier de ces différents kits alimentaires viennent de la région de Mopti. Ce sont des déplacés et Aide Direct a déjà passé dans pas mal de régions et d'après ses responsables, ce n'est que le commencement. Je crois que d'autres activités sont prévues pour venir toujours en aide aux personnes vulnérables. L'ONG Direct Aid est implantée au Mali depuis plus de 30 ans. Direct Aid évolue dans plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique et le parrainage de 1500 enfants orphelins. Et nous voilà arrivés à la page sportive de ce journal. Je retrouve Abdelkarim Kaba avec grand plaisir. Bonsoir Abdelkarim Kaba. Bonsoir Niali Traoré, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Nous allons commencer par le football éliminatoire CAN des moins de 23 ans. Le Mali se qualifie pour le tour suivant. Après le nul de l'aller 1 but partout, le Mali a battu ce soir, donc au stade du 26 mars de Rimadio, le Rwanda par le score d'1-0. L'unique but de la partie est l'œuvre de Khalifa Traoré à la 41e minute. Donc le Mali qui gagne au match retour devant le Rwanda. C'est l'avant-dernière étape qualificative avant la phase finale qui se tiendra au Maroc en 2023. Signalons que les 3 premiers de la phase finale se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Eh bien, lors de la dernière phase éliminatoire, le Mali jouera contre le vainqueur de cette rencontre qui est en cours entre le Sénégal et le Burkina Faso. Au match aller, les deux formations ont fait match nul, 0 but partout. Eh bien, à lui travailler, signalons que, bien sûr, que le match de préparation de l'équipe Chan du Mali a été battue cet après-midi par l'Algérie 0-4. La rencontre a eu lieu ce soir au stade Tabaraka de Tunisie. On va dire félicitations à nos moins de 23 ans. Tout à fait, pour ce qui se qualifie pour le tour suivant pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Okay. Alors, nous continuons. Championnat national de Ligue 1. À part 2 matchs, Abdelkarim Kaba, les 6 autres sont reportés. Pourquoi ?
Eh bien, à cause de ces matchs, de ces éliminatoires de la CAN de U23 et des matchs de préparation du championnat d'Afrique des Nations et autres matchs des clubs, notamment le Djoliba Athletic Club et la SRL de Bamako. Les deux matchs joués sont donc l'USFAS qui gagne par 1-0 devant l'AS Police. C'est par ce même score d'1-0 que l'USK l'emporte devant Binga FC. Les autres rencontres sont reportées à une date ultérieure, notamment Yélé Olympique, SOB, Djoliba AC AFE, Stade Malien de Bamako ASCO, LCBA AS Bakaridian sont toutes reportées à une date ultérieure. Alors à présent, on parle de quoi maintenant? On parle de handball. Alors, Challenge Trophée Guinée 2022 en junior, le Mali gagne la 3e place. C'était cet après-midi à Conakry, dans la capitale guinéenne. Les nôtres ont battu le Cap-Vert par le score de 45-42. Rappelons qu'en match de poule, les Maliens ont battu la Sierra Leone 34-22. Le Mali a battu la Guinée-Bissau 39-23. Et le Mali a été battu par la Guinée, pays organisateur, par 19-37 en demi-finale. Le Sénégal donc a battu le Mali. En ce qui concerne les cadets maliens, ils sont 5e pour une première. Les joueurs et leur encadrement technique ont été félicités par le commissaire, lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball, pour une première sortie sur le plan continental. Courage à eux. Alors, c'est tout, Abdul Karim Kaba? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup. Et Abdul Karim Kaba, que vous allez retrouver demain dans l'édition de 13h, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour les nouvelles sportives, le soir, à mes côtés, dans la grande édition de 20h. Tout à fait, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci beaucoup. Ce journal est terminé. Merci pour votre aimable attention. Et grand merci à nos téléspectateurs de Galé, Limacolé, Conconia, Gadougou. C'est dans la région de Kita. À demain. Et juste après moi, tout de suite, les informations météorologiques, c'est avec Sewa Tamboura. Bonsoir à tous et bon week-end.